Voilà, voilà, t'es là. Normalement, tu dois avoir une invite. Voilà. Salut, Salut Kevin, ça va? ça va très bien et toi? Bah ouais, tranquille, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Et toi, pareil, tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais, nickel. Nickel. C'est parfait. Ça va? À la pêche? Oh bah on est là, hein, tranquillou, hein. Bah du coup, je vais te laisser un peu driver. Déjà, dis-nous, bah présente-toi un peu en fait. Alors, je suis le docteur Jad Kamel, je suis cardiologue installé en banlieue parisienne, dans le 93, à Bondy et Aulnay. Et puis, je travaille à la clinique de la Roseraie depuis peu. J'ai été longtemps à l'hôpital de Montfermeil, interne, puis assistant, puis attaché. Et puis, donc, voilà, je navigue un peu dans le 93. Je me pose un petit peu D'accord. là. D'accord, d'accord. Du coup, ce soir, on va parler des urgences cardiologiques. Du coup, ça consiste en quoi? Parce qu'il y a plein de gens qui nous suivent, pas forcément des gens du médical. Donc, qu'est-ce qu'une urgence cardiologique? Qu'est-ce qu'une urgence cardiologique? C'est une pathologie aiguë qui va menacer le pronostic du patient à court terme. D'accord. Alors, elles sont nombreuses, hein, ces urgences cardiologiques. C'est vrai que quand on a échangé un petit peu pour essayer de préparer un petit peu la chose, on se rend compte que l'urgence par excellence, c'est la crise cardiaque, c'est l'infarctus du myocarde. C'est celle pour laquelle ce soir, on va essayer de donner le plus d'informations, parce que c'est là où il y a le plus grand bénéfice à la prévention, aux règles hygiéno-diététiques, au suivi régulier des patients, etc. Donc, c'est vrai que se mettre dans le bain d'une urgence cardiologique, d'un infarctus du myocarde, ça va être, je pense, un bel exemple pour rentrer dans le vif. D'accord. Bah justement, alors, c'est quoi un infarctus Alors, un du infarctus, myocarde? l'infarctus, déjà, le terme infarctus, ça désigne une nécrose, une mort du tissu, d'un tissu, qui peut être un infarctus cérébral, hein, si c'est le tissu cérébral qui est lésé, qui est nécrosé, c'est-à-dire qu'il remplit plus sa fonction. Et puis à l'infarctus du myocarde, c'est la cellule musculaire cardiaque qui va mourir à la suite d'une privation d'oxygène. Donc l'infarctus, c'est la destruction d'un tissu suite à une privation d'oxygène et qui est irréversible. Voilà, c'est la D'accord. définition de l'infarctus. Nous, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire on sait que le cœur est une pompe, le cœur est un muscle, il est fait de millions de cellules musculaires. Eh bien, la prévention, la privation brutale euh, d'un sang oxygéné à cause d'une artère qui va se boucher brutalement, eh ben, ça va entraîner des dégâts parfois irréversibles. Et donc, c'est une course contre la montre. Hein, et tu sais ce que c'est, puisque tu les prends en charge avec tes équipes. C'est vraiment chaque minute compte. Il faut techniquer le patient à domicile. Il faut arriver à domicile à temps déjà. Faut espérer que le patient soit toujours en vie quand on arrive. Il faut le techniquer, il faut gérer des fois un arrêt, faut choquer, il faut passer les voies veineuses, etc. Il faut l'amener le plus rapidement possible en salle de cathétérisme cardiaque. Et c'est là où nos équipes elles prennent le relais, le médecin, le cardiologue interventionnel, qui a pour mission de déboucher le plus vite possible l'artère et de gérer aussi les complications qui peuvent survenir en salle de cathétérisme, entouré des infirmiers et des aides-soignants du service. D'accord. Mais alors, du coup, je me mets vraiment dans la peau lambda. Comment on peut boucher en fait ces artères au niveau du cœur, enfin ou ces veines, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est une très bonne question. Donc, l'accumulation de facteurs de risque cardiovasculaire sur des années, tels que le manque d'activité, la sédentarité, la malbouffe, une consommation de tabac ou autre que le tabac importante qui va s'accumuler sur des années et des années, l'apparition d'un diabète, l'apparition d'une hypertension, tout ça, c'est des risques en plus qui vont s'accumuler, qui vont venir finalement aggraver la probabilité, la malchance d'un patient de faire un infarctus du myocarde. Donc finalement, à cause de tous ces facteurs de risque qu'on vient de citer, va se développer la plaque d'athérome. La plaque d'athérome, j'ai un petit modèle, je vais vous le montrer en direct. Il est génial. Voilà la plaque d'athérome. Voilà une artère normale. Et au fur et à mesure des années, à cause de tous les facteurs dont on a parlé, diabète, hypertension, cigarette, manque d'activité, ben, tu as une plaque qui va se développer, qui va venir obstruer la lumière de l'artère. Et à un moment donné, la crise cardiaque, l'infarctus, c'est qu'il n'y a plus rien qui passe.
il y a plus de sang qui circule, il y a plus d'oxygène qui arrive, et du coup le muscle cardiaque souffre, ça fait mal. La douleur, c'est le signe de la privation d'oxygène du muscle cardiaque. C'est là où généralement le patient se sent très mal, il va pas tarder à appeler les secours, il va appeler sa femme, ses enfants, enfin les gens qu'il a autour de lui, ses amis, ses voisins, ils vont appeler le 15, et là c'est la course contre la montre est lancée, quoi. Donc la plaque D'accord. latérale, voilà. Le combat, c'est le combat d'une vie, c'est le combat contre la plaque latérale. D'accord. Ok. Donc du coup, en fait, tu nous dis que quand ça se bouge, c'est cette fameuse douleur thoracique, enfin cette douleur dans le thorax. En fait, elle peut provenir de ça. Elle peut Ça veut dire que si j'ai mal dans la poitrine, mais c'est pas forcément ça, ou Exactement, je me ouais. mets à la place des gens. Et fort heureusement, dans plus de 95% des cas, même un peu plus, 98% des cas, c'est pas ça. Et on a tous eu des douleurs à la poitrine et c'était pas des infarctus. On est toujours vivant, personne ne nous a débouché quoi que ce soit. Et la douleur, c'était pas une douleur. La douleur de l'infarctus, c'est vraiment une douleur complètement inhabituelle. C'est une douleur qu'on n'a jamais eue jusqu'à preuve du contraire. Sauf si quelqu'un a fait des infarctus, qu'il a négligé et par chance, il est toujours vivant. Mais généralement, c'est une douleur vraiment intense qui est située vraiment au milieu de la cage thoracique, qui va brûler, qui va serrer très fort. Donc, on sent tout de suite que c'est pas normal. Il se passe quelque chose d'intense, d'extrêmement douloureux, de complètement inhabituel. Et il y a un malaise associé. Généralement, on commence à transpirer, on n'est pas bien. La douleur, elle peut monter dans le cou, elle peut aller dans les épaules, les bras. Et c'est vraiment le caractère très inhabituel qui fait l'alerte, en fait. On se dit là, il y a un truc vraiment bizarre qui est intense, qui est en train de m'arriver. Généralement, on parle de patients de plus de 40 ans, plus de 40, 50 ans. D'accord. Voilà. On n'est pas sur un jeune patient de 15 ans, il ne fait pas un infarctus du myocarde. Ok. Alors j'ai une question, il paraît que les douleurs thoraciques chez la femme, c'est pas forcément les mêmes signes que chez l'homme. C'est ce qui se dit, ouais, effectivement. Alors, chez le diabétique, on le sait clairement. Chez le diabétique, il a un ressenti de la douleur thoracique, de la douleur tout court qui est différent du non diabétique. Et chez la femme, a priori, ouais, j'ai vu ça passer. C'est vrai que ça m'a pas marqué dans ma formation, mais j'ai vu effectivement ces informations-là. Je peux pas te dire si c'est quelque chose de prouvé scientifiquement ou quoi, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant dès lors qu'on a une manifestation douloureuse thoracique inhabituelle et intense. D'accord. Alors, est-ce que ce sera sous la forme d'une brûlure? Est-ce que ce sera sous la forme d'un étau qui serre? Est-ce que ce sera sous la forme d'une compression? C'est effectivement, tout le monde est différent et on n'a peut-être pas le même ressenti par rapport à la douleur, mais vraiment caractère intense, caractère inhabituel chez quelqu'un qui a des facteurs de risque, souvent plus de 40-50 ans, très souvent fumeur, en surpoids, mais aussi qui peut être sportif, en parfaite santé, qui mange bio et qui court tous les jours, mais qui va faire quand même une crise cardiaque parce que malheureusement, c'est des choses aussi qui peuvent être génétiques et voilà. Mais c'est quand même très rare. Le tableau typique, c'est ce que je vous ai décrit, c'est le sédentaire de fumeur, en surpoids, stressé. Le stress aussi, c'est un facteur dont on parle pas assez souvent, mais extrêmement important. D'accord. Et comment on diagnostique justement un infarctus du myocarde? Donc le diagnostic, il est porté par l'équipe du SAMU qui arrive au chevet du patient quand c'est un appel de la famille du patient. C'est le tracé électrique. Le tracé de l'électrocardiogramme, c'est lui qui va vraiment signer le diagnostic de l'infarctus. Parce que la douleur, effectivement, elle peut être très suspecte, mais finalement, l'électrocardiogramme est normal. Les enzymes cardiaques ne sont pas augmentées. Et souvent, on peut être amené à faire même une coronarographie en urgence à quelqu'un qu'on suspectait vraiment de faire un infarctus et finalement, les artères sont strictement normales. Donc vraiment, le diagnostic, il est à l'interrogatoire et il est sur l'électrocardiogramme. Et l'excellence, c'est d'aller vraiment retrouver une artère bouchée. Une fois qu'on a l'artère bouchée devant les yeux, le diagnostic est formel. D'accord. Et du coup, là, tu nous parles de la coro. Alors, c'est quoi en fait? Ça consiste en quoi la coro? La coronarographie, donc c'est un examen de radiologie interventionnelle qui est invasif. On va généralement passer par l'artère radiale. À l'époque, on passait par l'artère fémorale. On va piquer l'artère radiale après une anesthésie locale et on va cheminer dans l'artère radiale, l'artère humérale, l'artère axillaire, l'artère sous-clavière. On va arriver dans l'aorte et on va aller repérer l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, hein, c'est notre formation qui nous a appris à le faire. Ça n'a rien de sorcier quand on est entraîné. Ce qui peut être très compliqué, c'est d'aller déboucher une artère très difficile à déboucher. Mais l'examen en soi, c'est ça, c'est la coronarographie, c'est l'examen des artères coronaires. On va injecter de l'iode à droite et à gauche, au niveau de la coronaire droite et au niveau de la coronaire gauche. On va injecter de l'iode et on va faire des photos.
des images live et on va voir l'arbre coronaire qui va s'afficher à l'écran et on va voir effectivement s'il y a un infarctus, l'artère s'arrête en plein milieu, par exemple. Là, c'est que le produit de contraste est arrêté par le caillot et voilà, on sait que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu une rupture de plaque, qu'il y a un caillot qui s'est formé et que c'est là qu'il va falloir travailler pour aller rétablir une continuité. Parce qu'en fait, voilà, l'enjeu, c'est d'aller rétablir la circulation dans un vaisseau. On peut donner l'image d'une autoroute qui va se boucher brutalement à la suite d'un accident. Et ben, ça va s'accumuler, hein, ça va s'accumuler. L'accident, c'est le caillot. Il va falloir aller déblayer tout ça pour rétablir un flux. Et généralement, quand on lève un accident et que c'était extrêmement bouché, après, ça circule extrêmement bien. Et voilà, c'est la fluidité de la circulation qu'on va rechercher. D'accord. Alors, il y a une question, mais je ne sais pas. Comment ça se passe pour les allergies à l'iode? Très bonne question. Alors, il y a les allergies, il y a les vraies allergies à l'iode, celles qui ont entraîné parfois des chocs allergiques hein, et même des décès, mais dans ce cas-là, la question ne se poserait pas. Et il y a l'allergie supposée aux produits de contraste. On est allergique aux crustacés, on est allergique aux huîtres. Et l'urgence vitale, en tout cas, c'est d'aller déboucher l'artère dans un infarctus. Le pronostic du patient est en jeu, donc même s'il y a une notion d'allergie à l'iode, on va quand même y aller, on va pas se priver, on va pas dire ah non, on va pas faire de choro parce qu'il risque de nous faire un choc anaphylactique. S'il fait le choc, on est là pour le gérer. Mais la priorité, c'est vraiment de rétablir le flux. On est obligé il n'y a pas de produit de contraste non iodé. On est obligé d'injecter de l'iode. Et s'il y a une réaction allergique qui se développe, soit des boutons, des plaques rouges qui vont se développer chez le patient, on va pouvoir passer des médicaments en intraveineux d'emblée. Mais c'est une excellente question en tout cas. Et du coup, tu nous parles, donc en fait, tu envoies un guide. Il y a quoi au bout de ce guide? Comment tu fais pour déboucher l'artère avec ton appareil en fait? D'accord. Alors en fait, si on imagine que c'est la coronaire droite qui est bouchée, la sonde va venir s'intuber dans la coronaire droite. On va injecter pour aller voir les dégâts, constater les dégâts, constater le lieu du caillot. Et la première mission, le premier challenge, c'est d'arriver à passer un guide. Un guide, c'est un petit fil métallique qui est extrêmement fin et donc on va manipuler de l'extérieur et qu'on va faire cheminer dans la coronaire. Il va buter à un moment donné contre le caillot, il va buter, on va passer à droite, passer à gauche et généralement quand c'est frais, on arrive à transpercer le caillot, on arrive à rétablir la continuité de l'artère. Mais là, c'est que le début c'est que le premier challenge. Après, il va falloir aller lever cette masse de caillot qui vient complètement obstruer l'artère. Donc le guide, c'est à nous d'être suffisamment adroit pour arriver à franchir la lésion. Derrière, une fois qu'on a franchi la lésion, on va réinjecter. Généralement, l'artère réapparaît un petit peu. On commence à revoir l'artère circuler, mais pleine de caillots souvent. Et là, il faut aller. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de procéder. Il y en a qui procèdent à la thromboaspiration. On envoie un petit cathéter aspirateur qui va aller aspirer le caillot, si tant est qu'on puisse arriver à en enlever suffisamment. Et il y en a qui vont tout de suite mettre un petit coup de ballon. Ils vont monter sur le guide un petit wagon qui est un ballon en fait, et on va le gonfler, il va rouvrir l'artère, il va ouvrir la paroi de l'artère, et on peut rétablir déjà rien qu'avec ça un flux quasiment normal. Et généralement, on finit par mettre un ressort, un stent. Ok. Donc c'est ça, le fameux stent qu'on entend parler, c'est une sorte de ressort qui permet de garder l'artère opérationnelle. Exactement, c'est lui qui va maintenir l'armature métallique, elle a une certaine consistance, elle va maintenir l'ouverture de l'artère, elle va éviter que l'artère se rebouche à nouveau. Et surtout, il faut pas oublier de parler d'une chose essentielle, c'est tout ce qui est médicaments qui vont être administrés par vous déjà au domicile du patient. C'est des médicaments qui ont pour but de fluidifier un maximum le sang. Il y a l'aspirine qui fluidifie à forte dose, il y a le ticagrelor, le Brilique, il y a le clopidogrel, le Plavix. Cela, ils ont vraiment pour but de rétablir une circulation. Il y a les anticoagulants, les parines. Donc voilà, il y a une vraie cascade thérapeutique immédiate qui est là pour fluidifier au maximum et peut-être déjà réussir à rompre le caillot. Et puis il y a la partie mécanique qui est du ressort du cardiologue interventionnel. D'accord. Alors je sais pas si, parce que peut-être ils n'ont pas compris. Alors le stent permet de pousser la plaque d'athérome? Effectivement, le stent, alors c'est le ballon qui est sur lequel est serti le stent. Quand tu vas le gonfler, le ballon à 13-14 atmosphères, tu vas venir complètement écraser le caillot et la plaque d'athérome qu'il y avait en dessous. Donc effectivement, le stent, il a pour but d'éviter qu'à l'endroit de la plaque d'athérome, où il y a eu fissuration de cette plaque d'athérome que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Alors, soit ça va être une grosse plaque d'athérome qui va se fissurer, soit parfois c'est des toutes petites plaques d'athérome. Hein. Des petites plaques d'athérome qui, à l'occasion d'un stent, vont se fissurer et entraîner un caillot à leur niveau.
Donc le stent, il est vraiment, on finit pas une procédure en urgence d'infarctus du myocarde sans mettre de stent. Sauf circonstances vraiment exceptionnelles, le stent passe pas, on n'arrive pas à monter le matériel, etc. Mais le stent est vraiment là pour maintenir l'ouverture. Peut-on poser des stents hors contexte d'infarctus? Bien sûr, et d'ailleurs dans l'immense majorité des cas, on pose des stents hors contexte d'infarctus. C'est l'angine de poitrine, c'est l'angine de poitrine stable ou instable, ce qu'on appelle le syndrome coronarien aigu, le SCA, ST- ou ST+. ST+, c'est l'infarctus, ST-, c'est pas encore l'infarctus. Et effectivement, c'est la majorité des poses de stent. Tu m'as piqué mon truc. Justement, j'allais te demander c'est quoi la différence entre STA, enfin SCA, ST- et SCA, ST+. Donc, tu me dis ST+, ça veut dire que c'est l'infarct sûr, et le ST-, en fait, c'est quoi? L'infarctus transmural, ouais, c'est le ST+. Le ST-, il peut avoir quand même, il y a souvent une élévation de la troponine. Ça peut être aussi un équivalent d'infarctus, mais qui n'est pas transmural, qui va pas, comment dire, qui va pas atteindre la totalité de l'épaisseur du muscle cardiaque. Voilà. D'accord. Après, c'est très technique, mais dès lors que le patient est instable et dès lors qu'on est quasi sûr qu'il a un problème coronarien, il a le droit à la coronarographie. En urgence quand c'est un ST+, parfois en urgence aussi quand c'est un ST-, mais qu'il a par exemple de la tachycardie ventriculaire, beaucoup d'extrasystoles, il commence à chuter sa tension, on sent qu'il est instable, même si c'est pas l'infarctus typique avec le ST+, l'onde spéciale, l'onde de Pardy, l'onde de l'infarctus, on va quand même y aller en urgence. D'accord. Et donc, tu vois, on parle de tout ça, mais alors c'est quoi la prévention justement sur comment on peut du moins essayer de réduire les risques au maximum? Alors, éviter, bon, ça va être le contrôle des facteurs de risque qu'on a cités tout à l'heure. Hein. Ça va être pour les fumeurs de cigarettes électroniques aussi, se dire que la cigarette électronique, c'est certainement moins grave que le tabac classique, mais c'est juste un tremplin pour arrêter de fumer. C'est pas une nouvelle addiction qui doit se développer, parce qu'on va peut-être découvrir dans quelques années que la cigarette électronique, elle aussi, elle a ses, je pense qu'on le sait déjà, je pense. Hein. Un petit peu, donc, tu as déjà des infos. Non, mais je sais que la clope électronique, il y a beaucoup d'études, enfin d'études, pas des réelles études, mais il y a beaucoup de controverses. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais moi je suis fumeur, donc je t'écoute. Alors, tu m'écoutes religieusement. Et Exactement. le cholestérol, je vois aussi qu'on parlait du cholestérol, l'athérome, la plaque d'athérome que je vous ai montré tout à l'heure, hein, elle va aussi se développer, pas que. Hein. On a tendance à penser que l'athérome c'est juste le cholestérol. Non, ça peut être. Il y a des fumeurs qui n'ont pas d'excès de mauvais cholestérol. Qui vont développer une plaque d'athérome, non pas parce qu'ils n'ont la plaque d'athérome en elle-même, la physiopathologie, c'est quand même le mauvais cholestérol qui s'est incrusté dans la paroi de l'artère. Mais parfois, on a la surprise de voir quelqu'un qui a fait un infarctus, qui a un taux de cholestérol tout à fait acceptable. Donc, c'est pas que la plaque d'athérome, c'est quand même une plaque qui va se développer sur plusieurs facteurs. Le diabète, l'hypertension, le tabac, l'excès de mauvais cholestérol dans le sang, la sédentarité, le stress, l'obésité. Voilà. Donc, il n'y a pas que le cholestérol qui entraîne le développement de la plaque d'athérome. D'accord. Mais donc, ça veut dire que quand j'ai une douleur à la poitrine, il faut que j'appelle le 15. Quand j'ai une douleur très inhabituelle, intense, ou en tout cas très forte à intense, oui. De toute façon, effectivement, ça mange pas de pain. Il vaut mieux appeler le 15 par excès que de ne pas l'appeler et de faire une demi-heure après de plus faire partie du paysage. Parce qu'on a traîné, on a attendu et on s'est dit que non, c'était pas ça, c'est sûrement pas ça, c'est sûrement pas ça, alors qu'en fait, c'est typiquement une douleur de l'infarctus. Donc, il est extrêmement important que les gens connaissent les signes de l'infarctus. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on insiste un peu là-dessus. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont négligé des douleurs et qui sont décédés malheureusement par faute de prise en charge. Donc connaître et que l'entourage connaisse aussi, si les parents âgés ne le savent pas, il faut que les enfants soient bien coachés là-dessus quand même. D'accord. Alors il y a plusieurs questions. C'est quoi les douleurs intercostales? Donc les douleurs intercostales, c'est pas du tout des crises cardiaques, c'est des douleurs qui sont plutôt liées à des irritations, à des inflammations des nerfs intercostaux. Entre les côtes, au niveau du thorax, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire mal au niveau du thorax. Hein. On a des côtes, on a des muscles, on a des nerfs, on a des articulations. Et c'est d'ailleurs l'immense majorité des consultations pour douleurs thoraciques inquiétantes. Docteur, qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être une crise
peut-être faire une crise cardiaque, etc. Ben, c'est très souvent des douleurs intercostales. Donc, voilà, il y a douleur intercostale et douleur intercostale, donc on va peut-être pas trop s'étaler dessus, mais en tout cas, c'est des douleurs qui ne sont pas des douleurs cardiaques. Et c'est la majorité des motifs de consultation en cardiologie. Donc, c'est des douleurs extrêmement rassurantes qui se soignent au Doliprane, qui se soignent au repos. Si c'est des gens qui font beaucoup d'efforts physiques, qui portent beaucoup de charges lourdes, on va leur demander de lever un peu le pied là-dessus. Si c'est des gens qui font beaucoup de muscu, eh ben, on va leur demander de pousser un peu moins fort. Ok. Moi, c'est pas mon truc, mais. Non, mais tranquille. Moi, moi, j'interviens juste. Je te dis après, on en reparlera. Mais non, je suis pas un grand sportif. Alors, est-ce que c'est vrai que le froid du matin et l'humidité peut provoquer l'infarctus du myocarde? Moi, j'ai déjà entendu parler du froid, mais je sais pas si. Ouais, c'est une très bonne question. Alors ça, c'est souvent des gens qui ont déjà des artères malades. C'est pas des gens qui vont brutalement boucher leur artère. C'est des gens qui vont, ceux qui décrivent une aggravation des douleurs au froid, à l'humidité, au vent, le vent aussi. Hein. C'est des gens qui ont déjà des rétrécissements importants au niveau des artères du cœur. Donc c'est un signe extrêmement important. Quand quelqu'un nous dit, docteur, j'ai des douleurs à la poitrine quand je marche, mais surtout quand il fait froid. Quand il fait chaud, j'ai pas eu de douleur cet été, par exemple, mais l'hiver dernier, j'ai eu très très mal au froid. Et ben ça va il faut absolument que ça nous mette la puce à l'oreille. Il faut aller plus loin dans les explorations coronaires. D'accord. Ok. Du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le SCA ST-T+ et le SCA ST-T-? Ah, tu vois, ça, je maîtrise pas. On a un spécialiste. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Alors, le SCA ST- trop plus et le ST- trop moins. D'accord. Donc, on n'est pas dans l'infarctus classique. Alors, on n'est pas dans la crise cardiaque avec l'onde de Pardy, etc. Il n'y a pas de. Donc, dans les deux cas, c'est un syndrome coronarien. Donc, des douleurs suspectes d'une origine coronarienne, sans infarctus transmural, mais avec une élévation de la troponine. Donc, le ST- trop plus. Lui, il va avoir sa coronarographie rapidement parce qu'il a un critère de gravité, c'est l'élévation de la troponine qu'il va falloir surveiller d'ailleurs et la coro sera faite en urgence si vraiment on a une très grosse élévation de la troponine. Dans le cas de la troponine négative, alors le ST- trop moins, donc il est très suspect d'être coronarien, mais son électro est normal et sa troponine est négative. Donc lui, c'est uniquement sur la clinique, uniquement sur la description des symptômes qu'on va s'inquiéter ou pas. Donc on est dans le deuxième cas, on fera la coronarographie avec moins d'urgence et peut-être qu'on fera même pas la coronarographie, donc on ira faire des tests d'effort ou un scanner des artères du cœur ou une scintigraphie du cœur. Mais il est beaucoup moins inquiétant le ST- trop au moins. C'est juste sur la clinique qu'on suspecte quelque chose, mais le premier par contre, lui, il va avoir droit rapidement à la coronarographie. Plus ou moins rapidement en fonction de l'instabilité hémodynamique, de l'instabilité du rythme cardiaque et d'autres facteurs qu'on ne va pas détailler ici. Mais c'est une très bonne question. On m'a fait réviser. Oui, non, mais justement, c'est quoi la troponine? Ils me challenge, ils me font réviser sur des trucs qu'on a un peu oubliés, mais c'est très bien. C'est très bien. Bah oui, mais justement, qu'est-ce que c'est la troponine? La troponine, c'est l'enzyme. C'est une enzyme c'est une enzyme cardiaque. Voilà, pour résumer, c'est une enzyme cardiaque. Donc, l'élévation de la troponine sur une douleur à la poitrine, c'est très suspect. Au contraire, l'élévation de la troponine, l'absence d'élévation de troponine sur une douleur qui va durer plus d'une demi-heure, une heure, c'est assez rassurant aussi sur son origine non cardiaque. Mais il faut se méfier parce que parfois, il y a la troponine est négative et pourtant, les artères du cœur sont quand même malades. Donc, c'est une enzyme, voilà, c'est une enzyme qui est larguée, qui est relarguée quand il y a une souffrance du muscle cardiaque, de la cellule musculaire cardiaque. Donc, elle est quand même une élévation de troponine. On pense tout de suite, les artères sont peut-être malades. Il y a peut-être du caillot, il y a peut-être un infarctus qui se prépare dans les prochains jours. Donc, la troponine, c'est quand même, on fait pas des troponines pour un oui, pour un non, parce que parfois, il y a des fausses élévations de troponine. Donc, on fait vraiment, si cliniquement le patient a des symptômes suspects, on est en droit de demander une troponine. Ça va nous guider dans l'arbre décisionnel. D'accord. Donc, retenez ça, la troponine, c'est une enzyme qui est relarguée par le tissu musculaire cardiaque en cas de souffrance.
D'accord. Donc en fait, en gros, si la tropo elle monte avec une douleur thoracique, on est quand même sur une grosse suspicion d'infarctus. Exactement, d'infarctus ou de menace d'infarctus. D'accord. Ok, donc là, effectivement, Ok. c'est tout un ensemble de données. Encore une fois, si c'est un patient de 15 ans, on va partir plutôt sur une myocardite. On va partir sur une Mm. inflammation du muscle cardiaque. Si c'est un patient de 45, 50, 55 ans, fumeur, qui a un certain nombre qui a un terrain déjà propice, on va vraiment avoir en tête l'examen rapide des artères coronaires. L'enjeu, encore une fois, c'est si on sauve le muscle cardiaque et qu'on évite l'infarctus, eh ben, on va permettre aux patients d'avoir une force du cœur normale et d'éviter toutes les complications de l'insuffisance cardiaque. Quand on tarde et qu'on arrive sur un infarctus qui a déjà eu lieu, qui a déjà fait ses dégâts et qui a déjà nécrosé un tiers du cœur, on est chez un patient extrêmement fragile qui développe une insuffisance cardiaque chronique et qui va se retrouver avec un défibrillateur, qui va se retrouver avec 10 médicaments, qui va être extrêmement gêné au quotidien dans ses efforts. Donc le combat, c'est ça, c'est un combat pour la vie, entre la vie et la mort, quand c'est une crise cardiaque, et c'est aussi un combat sur le long terme. C'est-à-dire que si on arrive à sauver le plus rapidement possible, à rétablir une circulation le plus rapidement possible, on va sauver du muscle cardiaque. Si on sauve du muscle cardiaque, on sauve la fonction cardiaque et on évite de tomber dans l'insuffisance cardiaque. D'accord, mais justement, ça veut dire que si on ne le prend pas à temps, mais que le patient ne décède pas, il peut avoir des grosses séquelles au niveau du cœur? Exactement. Ouais. Alors parfois, dans les cas graves, ils vont décéder, soit d'un trouble rythmique, soit d'une rupture de paroi, soit effectivement d'autres complications graves qui peuvent survenir. Mais s'il a la chance de survivre, mais qu'il survit dans des conditions déplorables avec un cœur, encore une fois, extrêmement fatigué, s'il est jeune, on peut lui proposer la greffe cardiaque. S'il a plus de 60 ans, généralement, on ne propose pas la greffe cardiaque. Encore une fois, c'est un critère qui pour définir, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est quelqu'un qui a le cœur à plat, on peut lui greffer un nouveau cœur. Mais c'est extrêmement lourd comme intervention et c'est un suivi extrêmement lourd et c'est des années derrière qui sont extrêmement difficiles. Mais c'est mieux que mourir d'insuffisance cardiaque. D'accord. On n'en parle pas assez, mais c'est des choses qui se voient encore chez des patients jeunes qui font des infarctus extrêmement importants, massifs. Alors, moi, justement, j'ai une question. On m'a toujours dit ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Quand tu es jeune, tu as plus vite fait d'avoir justement une douleur thoracique, mais avec un décès très rapide, plutôt que chez une personne âgée qui va avoir une douleur thoracique, mais ça peut durer longtemps dans le temps. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, alors ça c'est très vrai. En fait, l'infarctus du sujet jeune, il est grave parce que on est sur des artères normales généralement. On est sur des artères extrêmement normales. Il n'y a pas eu de réseau secondaire qui a eu le temps de se développer avec les années. Le vieux diabétique, par exemple, il peut avoir les artères extrêmement malades, même bouchées parfois, mais il aura eu le temps de développer un petit réseau de routes départementales qui vont quand même arriver à ramener du sang frais aux muscles. Et du coup, son infarctus, lui, il va être bien toléré parce qu'il y a des routes secondaires qui se sont développées. Le jeune, il a un arbre coronarien strictement normal, il va fissurer une plaque brutalement. Ses artères ne sont pas du tout préparées à ça, il n'y a aucun réseau de dérivation qui peut prendre le relais. Et généralement, ça peut effectivement se terminer de façon dramatique. C'est pour ça qu'on insiste chez les jeunes fumeurs hypertendus et stressés pour qu'ils corrigent au plus vite leurs habitudes, parce qu'un infarctus chez un jeune, c'est dramatique pour eux et pour leur famille aussi. S'ils sont pères de famille, il y a ou mère de famille, hein, d'ailleurs. Le tabagisme chez les femmes, il a rattrapé, voire même presque dépassé l'abagisme chez l'homme. Donc, on parlait beaucoup de l'homme cardiaque, mais aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité chez les femmes, c'est la mortalité cardiovasculaire. C'était les hommes avant et les femmes mouraient plus de cancer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, mesdames, si vous avez l'air d'être nombreuses, ce soir. Voilà, faites attention à votre santé. Attention aussi. Il y a trop de questions, mec. Et franchement, on est déjà à une demi-heure. Alors, on va essayer de... parce qu'il me bombarde de trucs. Pourquoi les valves se calcifient? Alors ça, c'est un autre problème que la crise cardiaque, mais les valves elles se calcifient pas parce qu'on boit beaucoup de lait, même si certains l'ont dit. Les valves se calcifient avec l'âge. Ou bien quand il y a eu un antécédent de rhumatisme articulaire aigu dans l'enfance. Voilà. D'accord. Le rhumatisme articulaire aigu lié à une infection à streptocoque mal soignée va favoriser le développement de calcification sur les valves. Donc c'est soit ça, dans nos pays actuellement, c'est surtout les personnes âgées qui vivent très, très longtemps.
et qui vont, au fur et à mesure des années, développer des calcifications des valves. Mais là, on n'est plus sur les artères, on est sur les valves, mais c'est aussi très intéressant. Il y a une très bonne remarque de Laure qui dit que la troponine est également présente dans d'autres muscles squelettiques. Tout à fait. J'ai essayé de rester simple et de ne pas rentrer dans des considérations. Oui, on fait de la cardio, on est sur l'infarctus du myocarde, on va pas, ouais, parce qu'après, voilà. on va me dire, ouais, t'es pas assez généraliste. En tout cas, la douleur, plus une élévation de troponine, c'est quand même très suspect. Ça ne veut pas dire que c'est 100% il y a aussi des fausses élévations de troponine ou des élévations liées à autre chose que des infarctus. On l'a dit, la myocardite, etc. Donc, on prend, c'est l'ensemble du dossier, c'est l'ensemble du patient et de son interrogatoire, de son examen, de son terrain qui va nous orienter vers le diagnostic. Mais on est d'accord, une tropo plus, tu finis en usique. Par exemple, moi, si j'ai un patient qui est tropo plus, on te l'amène en usique. Alors, s'il est tropo plus parce qu'il a fait une infection pulmonaire, cogné, une grosse pneumopathie, etc. Non, il va peut-être pas finir en usique, mais on va le surveiller, on va lui monitorer la troponine. On va lui faire plusieurs prélèvements de troponine pour voir si ça atteint des sommets ou pas. Parfois, juste l'hypoxie, le manque d'oxygène lié à une infection pulmonaire va faire augmenter légèrement la troponine. Par contre, une explosion de troponine dans la prise de sang, c'est quand même très suspect. D'accord, faut explorer. Ok. C'est ça. Est-ce qu'il y a comme pour l'AVC, la golden hour, enfin l'heure d'or? Donc nous on sait que l'AVC il y a quelques heures. Ouais. Comment c'est sur l'infarctus du myocarde? Effectivement. Alors nous on nous dit qu'on a 6 heures pour déboucher l'artère. À partir du début de la douleur, au-delà de 6 heures, la nécrose elle s'est installée, elle est irréversible. Sauf que en pratique c'est pas comme tous les patients sont différents. On a vu des patients arriver à 18 heures d'une douleur, 18 heures après le début d'une douleur, qui vont quand même récupérer une fonction ventriculaire normale une fois qu'on leur aura débouché l'artère. Au contraire, il y en a qu'on a pu déboucher dans les 2 heures, donc c'est assez génial. Hein. À 2 heures du début de la douleur, arriver à déboucher l'artère, mais qui vont quand même faire une séquelle irréversible. Donc il n'y a pas de règle absolue. On sait qu'il faut faire le plus vite possible le diagnostic, l'arrivée du SAMU, la prise en charge du SAMU, l'arrivée en salle de cathétérisme. En région parisienne, on est bien doté, mais pensez à tous ces gens qui habitent au fin fond de nulle part. S'ils font un infarctus, qu'ils appellent le 15, l'hélico qui arrive, etc., on perd des heures souvent. Donc il y a quand même une golden hour, ouais, il y a chaque minute compte, chaque seconde compte même. Tout à fait. Jade, ça fait 34 minutes qu'on est là et je vais te laisser. Alors, tu sais quoi, on va refaire un live parce qu'avec le nombre de questions, je me fais bombarder. Je sens que les gens sont chauds. Sinon, allez sur son Insta. Tu vas. Déjà, présente-nous. Je sais que tu m'as dit que tu étais président d'une association, donc vas-y, je t'en prie. C'est ton moment. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle A2S, qu'on a créée avec des amis médecins et professionnels de santé il y a 6-7 ans. A2S, c'est Avenir Santé Solidarité. On a dû la créer en 2014-2015 et on s'est dit, bon, il y a un gros travail d'information, de sensibilisation à faire autour de nous, dans les associations de quartier, dans les écoles, dans les lycées. Et puis de l'autre côté, on voulait motiver aussi les jeunes collégiens et lycéens à faire un cursus médical ou paramédical. Et on s'est dit que c'était sympa de partager nos expériences, notre vécu, nos difficultés, nos échecs, nos réussites. Du coup, voilà, c'est ce qu'on fait depuis 7 ans avec une super équipe. On est une trentaine à peu près. Je les salue ce soir s'ils sont là. 2014, merci Yass. Donc voilà, on fait vraiment c'est très sympathique surtout de parler aux jeunes de nos expériences et de répondre à leurs questions et de les rassurer surtout sur les études de médecine. On dit tout de suite que 10 ans d'études c'est énorme, mais on leur explique que c'est pas exactement ça, c'est 6 ans. Plus on commence à être interne et on commence à gagner notre vie tranquillement, tout doucement, et que derrière on a du boulot et que c'est un métier magnifique. On rend service, on sauve des vies et c'est top. Et comment on peut vous contacter? Vous avez un Instagram? Vous avez un truc? Alors, bien sûr, il y a mon Instagram perso, vous l'avez, je pense, hein, c'est French Cardiologist, et il y a le A2S Avenir Santé Solidarité. A2S Avenir Santé Solidarité. Vous pouvez nous contacter pour plein de choses. Si vous avez des petites associations ou des clubs de sport qui veulent qu'on aussi les jeunes et ça faudrait qu'on fasse un live aussi à la reconnaissance de l'arrêt cardio-respiratoire et la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, c'est encore un autre combat.
pour pas perdre une seconde à reconnaître un arrêt cardiaque, alerter les secours, masser rapidement, amener le défibrillateur. Et ben ça, on est disposé à venir le faire avec grand plaisir. Et puis, s'il y a des forums d'orientation dans les collèges, les lycées que vous connaissez, pareil, on est dispo, à votre service. Bah, c'est top tout ça. Bon, après, tu sais, on fait sur la chaîne, je fais pas mal de prises en charge justement sur l'arrêt. Enfin, on essaye de mettre en avant, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un live avec toi, puisque pour le coup, bah, t'es carrément, enfin, t'es au-dessus. Enfin, je veux dire, voilà, en tant que cardiologue, on sent que déjà là, t'as mis un frein, parce que je t'ai dit, vas-y, tranquille, faut que les gens y comprennent. Mais on va refaire un live. Mais je pense qu'on va refaire un live même sur l'infarct. En fait, faut qu'on en reparle de l'infarctus du myocarde, parce qu'il y a tellement de questions qui viennent même sur le sujet de la cardiologie en général. Donc moi, je te propose qu'on refasse un live dans pas trop longtemps, si ça t'a dit. À ta disposition. C'est vrai qu'on a besoin de bénévoles aussi dans A2S. On aimerait bien avoir des membres qui viennent nous rejoindre pour ceux qui sont formés aux gestes de premier secours. Parce que la protection civile, la Croix-Rouge, ils sont débordés. C'est toujours très lourd. Nous, on prétend pas faire une formation, mais on prétend juste informer les gens, les sensibiliser. Ce sera pas formateur, mais ça peut sauver une vie, quoi. Et bon, on se dit qu'on a la légitimité pour le faire. On est médecin, mais c'est vrai quand on a la protection civile, c'est des démarches qui sont longues et compliquées. Il y a des vraies formations qui sont validantes, et ça, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais déjà, savoir sensibiliser, savoir reconnaître, savoir passer l'info autour de vous sur comment on reconnaît un arrêt cardiaque, c'est quoi un arrêt cardiaque, c'est quoi un malaise vagal, c'est quoi la manœuvre de Heimlich, comment sauver une vie. Je veux dire, c'est quand même c'est extrêmement réjouissant. Je pense que c'est un vrai combat qui mérite d'être mené. Donc vraiment, tu prêches un convaincu. Ok. Bah écoute, on est à 38 minutes, je crois que tu as battu le record. Je crois que je suis jamais monté à 38 minutes avec n'importe qui. Bah j'essaie de faire un format. En fait, on me dit Kevin, tes lives ils sont trop longs, et je peux comprendre, tu vois. Après c'est très intéressant, mais moi j'ai envie de continuer, tu vois, mais il faut savoir couper. Ça fait beaucoup d'infos. En tout cas, je te remercie. Je te remercie parce que vraiment les informations, elles sont voilà, c'est top, c'est pro. On sent que tu t'adaptes en plus au public, et ça c'est cool. Oui, c'est ce qu'on fait au quotidien dans nos consultations. On essaie si on s'adapte pas, on n'arrive pas à faire passer l'info. Si on n'arrive pas à faire passer l'info, il n'y aura pas de prévention, il n'y aura pas d'évitement de catastrophes derrière et de complications. Donc on est obligé de formez-vous. PSC1, tout à fait l'or. Formez-vous. Exactement. Ouais. C'est ça, ouais, PSC1. Voilà. Bon, bah je te remercie. Merci Kevin, c'est moi qui te remercie encore une fois. Bah non, c'est cool. Et puis je vais mettre ton Insta sur le replay. Comme ça, les gens ils pourront venir te voir s'ils ont des questions. Et pour ton association, bah, je vais essayer de la trouver. Comme ça, je vais te mentionner aussi. Je te ferai une petite promo là-dessus. Les gens, voilà, s'ils ont envie de venir, ils viendront. Voilà. Ça marche? Merci. Ça marche, avec plaisir. Bon, bah bonne soirée à toi. Merci, toi aussi. Merci, bonne soirée à tous. Salut. Salut tout le monde et merci pour vos questions. C'était top. Salut. Ciao. Salut. Ciao.